Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Notre grande interrogation du jour. Guerre totalitaire, les États-Unis veulent-ils soumettre l'Europe et le reste du monde? C'est notre grande interrogation. Depuis la déclaration d'indépendance de 1776, l'Amérique incarne aux yeux de ses habitants, comme à ceux du monde, la patrie de la liberté, de la démocratie et de la justice. En tout cas, c'est ce qu'on nous faisait savoir jusque-là. Au 19e siècle, les États-Unis se sont réellement constitués sur une croissance explosive de la population de l'Europe, débordant sur l'Amérique. L'Europe et les États-Unis se sont nourris et influencés mutuellement. Mais il faut préciser par ailleurs que la Première et la Seconde Guerre mondiale ont fini d'anéantir la suprématie européenne sur le monde et ainsi permis aux États-Unis de s'affirmer comme la puissance occidentale majeure. De la Seconde Guerre mondiale à la chute de l'Union soviétique, les États-Unis ont été indéniablement une source de stabilité pour l'Europe. Aujourd'hui, on peut légitimement s'inquiéter de leur récente évolution financière, médiatique, politique et sans oublier militaire. Voilà pourquoi nous nous intéressons. Est-ce que, jusqu'à preuve de contraire, nous ne sommes pas en pleine guerre totalitaire? Les Américains, habitants des États-Unis d'Amérique, ont emprunté le nom de tout un continent dont ils n'occupent que la partie septentrionale. Le territoire des États-Unis est géographiquement une surface homogène, ouverte sur deux océans, le Pacifique et sans oublier de l'Atlantique. L'exact pendant géographique des États-Unis, dans l'hémisphère nord, c'est la plus grande Europe de Brest à Vladivostok, eh bien, flanquée à chaque extrémité des archipels britanniques et surtout japonais. Mais jusqu'à preuve de contraire, est-ce que ce sont les États-Unis qui contrôlent finalement le monde? Est-ce les États-Unis qui contrôlent l'Europe? Est-ce justement l'Europe qui vit aux dépens des États-Unis? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Guerre totalitaire, les États-Unis veulent-ils soumettre l'Europe et le reste du monde? Pour nous accompagner et répondre d'ailleurs à nos questions, nous sommes avec le président Badakani ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gous, j'espère que vous allez bien. Ça va, tout va pour le mieux. Votre famille aussi. Ça commence à aller. Bien, je voudrais saluer nos téléspectateurs qui nous accompagnent fidèlement depuis que nous avons de manière très pro-réactive lancé Panafricanist TV pour relever le fameux défi que tout le monde connaît désormais, la forfaiture du petit ambassadeur de France en complicité avec M. Dampolo, qui ont, n'est-ce pas, brutalement suspendu, arrêté l'émission que nous animions à l'époque dans cette chaîne. Nous avons dû réagir très rapidement et les fruits sont là. Aujourd'hui, Panafricanist TV s'affirme et l'ambition à terme est de, comme nous l'avons dit, de faire émerger des chaînes de télévision réellement panafricanistes. Exactement. Brutalement panafricanistes, débarrassés de tout parrainage hasardeux et irresponsable. Donc nous sommes fiers de voir que les téléspectateurs ont compris le message et que nous faisons notre bonhomme de chemin. Vous me permettez de saluer la petite équipe technique qui, n'est-ce pas, dans des conditions extraordinaires, n'est-ce pas, manœuvre chaque fois pour que nous soyons capables de faire des émissions. Le meilleur est à venir. Et justement, le meilleur est à venir. Président Badakani, jusqu'à preuve de contraire, on parle de guerre totalitaire. Je vous poserai donc une question. Sommes-nous en pleine guerre totalitaire? Mais c'est au-delà. C'est plus que le totalitarisme. Si le nazisme a été la référence suprême en la matière, sur le plan de la politique, sur le plan de la théorie, de la pratique politique, ben, il faut dire que le monde est au-delà du nazisme. Hitler n'a rien fait par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Nous vivons un nazisme, nous sommes en plein nazisme global, c'est de cela qu'il s'agit. J'ai expliqué ici que le nazisme, c'est au-delà de tout ce qu'on peut dire, la volonté de dominer, la volonté excessive de puissance. C'est l'ivresse de la puissance. La puissance comme moyen et comme fin, qui n'est soumise à aucun contrôle. C'est de cela qu'il s'agit. Et qui, à la fin, n'a pour seule mesure que les avancées technologiques, les applications technologiques. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Nous y sommes. Quand vous regardez comment on nous a imposé une pandémie fabriquée de toutes pièces, ben, c'est la première fois dans l'humanité, que l'humanité ait connu des pandémies réelles, c'est un fait. Mais c'est la première fois qu'on vit une pandémie artificielle et qui nous est imposée au niveau global dans des formes de dictature jamais vues, j'ai un gosse,
où l'être humain, pour respirer, pour vivre, est conditionné à l'acceptation d'un vaccin expérimental, qui ne soigne rien, où les scientifiques, les vrais, sont envoyés dans les asiles psychiatriques parce qu'ils démontrent que non seulement la pandémie et le vaccin ne valent rien du tout. Le vaccin n'est pas valable sur le plan scientifique. Oui. Et la pandémie n'est qu'une pandémie. Donc c'est un pandémie, n'est qu'une pandémie. Alors ces scientifiques sont envoyés dans les asiles psychiatriques. Des infirmiers sont chassés, perdent leur travail, brutalement, parce qu'ils ne veulent pas se vacciner. Et on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas voyager si on ne se vaccine pas. On ne peut même pas aller dans un restaurant si on ne se vaccine pas. Mais quelque chose de terrible a frappé la planète, mon cher gosse. Quelque chose d'inédit que l'humanité n'a jamais connu. Et quand on va lire, n'est-ce pas, les agendas de ceux qui sont derrière ce projet, c'est de nous faire passer à une autre forme de vie sans le consentement de personne. Ils appellent ça le grand reset avec son corollaire de transhumanisation. Donc c'est la première fois qu'on voit ça. C'est-à-dire que Hitler n'est pas arrivé à ce niveau, mon cher gosse. Vous ajoutez à ça, mais le nazisme économique. C'est-à-dire que le niveau de concentration, d'hyper-concentration de revenus dans les mains d'une poignée de personnes dans le monde, ben, c'est du jamais vu dans l'histoire. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et ce niveau de concentration de revenus s'accompagne d'une déréglementation de l'idée même de la vie qui, désormais, est remplacée par l'argent. L'argent. Les marchés financiers. Les marchés financiers. Sur lesquels les peuples n'ont aucune maîtrise. Aucune maîtrise. Puisque ce sont des flux algorithmiques. Des flux algorithmiques sur ordinateur. Qui sont inaccessibles au peuple et à la délibération démocratique. Chengos. Et c'est accompagné par un déracinement de l'humain comme jamais vu, où toutes les traditions culturelles, éthiques et déontologiques et morales qui l'ont fait pendant des millénaires sont balayées d'un revers de la main pour être remplacées par des pratiques contre nature dont les visées sont claires. Rendre les gens infertiles et stopper l'évolution démographique du monde. Donc, si vous comparez avec le nazisme sur Hitler, il n'y a pas match. Hitler pouvait être vaincu par des voies militaires. Et il a été vaincu. Mais comment on fait pour vaincre une dictature? On fait la guerre comment on fait la guerre aux algorithmes? Comment on fait? Comment on fait la guerre à des données et à des flux? Vous voyez que, c'est-à-dire que ce qui est devant nous, mais c'est un nazisme qu'on ne peut même pas stopper. Son stade suprême vise à digitaliser l'humain, et nous fait basculer dans des civilisations intelligemment artificielles. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. Donc à partir de ce moment-là, c'est terminé. C'est terminé. Aucun contrôle n'est possible. Il n'y a plus de possibilités démocratiques. On ne peut même pas délibérer. Mais monsieur Ngos, c'est la suppression de la vie telle que moi et vous on l'a connue. Mais un tel projet politique, comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Je vous dis que le nazisme était mieux sur Hitler. Mais là, je n'appelle pas ça néo-nazisme. Parce que ceux qui le mettent en œuvre sont ceux qui étaient avec Hitler. Ce sont les descendants qui continuent. C'est pour ça que je refuse d'appeler ça néo-nazisme. Ouais. Je suis seulement en train de dire que Hitler était un enfant de cœur. Avec Hitler, on n'avait même pas vu l'essence même réelle, n'est-ce pas, du nazisme. Mais aujourd'hui, cette essence est devant nous. Tout ce qu'on avait interdit, tout ce qu'on a estimé inacceptable de la part d'Hitler, sont aujourd'hui érigés en valeur, que nous devons tous célébrer et consommer. C'est cela qu'il s'agit. Le monde est dans ça. Le monde est dans ça parce que, sur le plan de la rationalité économique, vous avez des donneurs de leçons, dans les États-Unis par l'excellence, qui partout imposent la bonne gouvernance, c'est-à-dire un rapport aux finances publiques et à la gestion étatique, qui estime que la règle d'or
est le stade suprême de la gestion, c'est-à-dire équilibre entre les recettes et la dépense. Et en réalité, pas de dette. Mais qu'est-ce qu'on observe? Le donneur de leçons par excellence, les États-Unis, sont le pays le plus endetté du monde. Et il est tel point aujourd'hui que sa dette est insoutenable. Insoutenable, j'utilise le mot. Insoutenable, la dette américaine. Et comme elle est insoutenable, pour que les États-Unis se maintiennent, ils créent des guerres partout, mon cher Ngoz. Ils créent des guerres partout. Ils ont établi un gouvernement des sanctions. C'est-à-dire que désormais, les décisions des États-Unis sont des actes de gouvernement mondial qui s'imposent à tous. Qui s'imposent à tous. Parce que justement, il ne faut pas que les États-Unis se soumettent à une nationalité, n'est-ce pas, économique, qu'ils imposent aux autres. Qu'ils imposent aux autres. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et ça a des conséquences géopolitiques majeures, qui depuis la chute du mur de Berlin a consisté à retourner à un rapport sauvage des relations internationales, où il n'y a plus de droit. Bon, ça n'a jamais existé, mais même le semblant de droit qui était là est complètement rasé pour être remplacé par les législations réglementaires édictées par les États-Unis. La Russie appelle ça les règles, on appelle les législations réglementaires, c'est-à-dire que les Américains se réunissent, dès qu'ils se réunissent quelque part et prennent des décisions, ça s'impose comme acte de gouvernement au monde entier. Un peu comme dans un pays, quand un gouvernement prend une décision après un conseil des ministres, on ne discute pas de ça. On appelle ça un acte de gouvernement. Oui. Mais, sauf que votre gouvernement, vous pouvez demander des comptes. Quand vous n'en êtes pas capable, bon, on a du droit d'ingérence humanitaire, on peut lui imposer de rendre des comptes. Mais les Américains, ils rendent compte à qui? Qui peut leur demander des comptes? Puisqu'ils sont le stade suprême de la civilisation. Ils sont le meilleur que le meilleur peut produire. On ne peut pas faire mieux. Alors que dans les faits, l'Amérique est la honte de l'humanité aujourd'hui. Les États-Unis sont la honte de l'humanité. En termes d'idéal de vie, en termes d'idéal de civilisation, même du point de vue des valeurs dites occidentales, les États-Unis, c'est la honte. C'est la honte. Mais il faut masquer ça. Il faut masquer ça dans une fuite en avant, n'est-ce pas, qui nous entraîne dans un lendemain très très sombre. Heureusement que le peuple se réveille et la Russie, n'est-ce pas, a décidé d'affronter, n'est-ce pas, le monstre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui finalement que les États-Unis veulent dominer l'Europe et le monde tout entier? On a également cette imposition de la pensée universelle, la pensée occidentale. Mais les Occidentaux ne veulent pas dominer le monde, ils ont dominé le monde. On appelait ça l'hyperpuissance américaine après la chute du mur de Berlin. On appelait ça la mondialisation. Mais en réalité, la mondialisation, c'était une forme d'américanisation du monde. Oui. Bon, ça a duré le temps que ça a duré. Mais on est en train d'en sortir, c'est fini, mon cher Jocelyn. C'est fini. Au plus fort de la domination américaine, vous avez vu à l'époque, n'est-ce pas, le projet Grand Moyen d'Orient, où les Américains ont délibérément décidé, n'est-ce pas, d'imposer la notion de guerre préventive en remplacement du droit international, de la Charte des Nations Unies. Et désormais le pouvoir de qualifier des États d'États voyous selon leurs humains. L'Irak a été l'État voyou par excellence, ça lui a valu d'être détruit et son président pendu. Alors c'était le début du projet Grand Moyen-Orient, lancé par M. Bush, qui était le porte-parole du complexe militaro-industriel américain et d'autres complexes pharmaceutiques et les marchés financiers, n'est-ce pas, qui ont décidé de faire le Grand Moyen-Orient, consistant, n'est-ce pas, à reconfigurer le Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle la guerre en Syrie, avec derrière les enjeux sur le gaz, sur le pétrole, tout ça. Et cette configuration du Moyen-Orient, mon cher Ngoz, devait continuer jusqu'en Afrique, n'est-ce pas, où n'est-ce pas, il s'agissait pratiquement de recoloniser le continent. C'est ce qu'a montré, n'est-ce pas, c'est ce qu'ont montré les guerres en Côte d'Ivoire, en Libye, hein, la situation dans le Sahel, et dans une certaine mesure en Centrafrique, sans compter les problèmes que vit un pays comme le Cameroun, n'est-ce pas, avec des dynamiques sécessionnistes pilotées depuis l'extérieur et Boko Haram, pour ne citer que ça. Donc, vous voyez, cette hyper-domination américaine n'était pas une vue de l'esprit, ça s'est manifesté non seulement par une américanisation de l'économie mondiale, que ce soit au niveau des services, au niveau des échanges, c'était ça la négociation à l'OMS.
On a vu l'entrée de la Chine à l'OMS, l'entrée même de la Russie, pour entrer à l'OMS sous conditions américaines. C'est ça que nous a montré, n'est-ce pas, l'imposition partout du consensus de Washington, partout, un peu partout, et l'avènement de la dictature des marchés financiers. Tout ça, c'était l'américanisation de l'économie, c'est-à-dire que l'économie devait se faire d'après les désirata et les normes américaines. Juste à ce que, n'est-ce pas, c'est succède des crises, des bulles qui éclataient, et des crises qui éclataient, on peut compter au moins une dizaine depuis la crise argentine, en passant par le crash qu'il y a eu en Russie, jusqu'à maintenant les différentes crises qu'il y a eu aux États-Unis, Enron, WorldCom, n'est-ce pas, les subprimes, crise. Suivi d'un hyper-endettement des États-Unis. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça, endettement des États-Unis. Donc, du coup, on a amorcé la phase du déclin des États-Unis. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en réalité, en lançant le projet Grand Moyen-Orient, l'Amérique était déjà en déclin. Parce qu'elle n'arrivait plus à s'imposer par le soft power, c'est-à-dire que par la séduction et son attraction naturelle. Et pour s'imposer, il fallait faire des guerres préventives, donc des guerres très injustes, qui révoltaient le peuple et achevaient de démasquer l'Amérique et exposer donc sa laideur au monde entier. Donc c'est le déclin. Donc l'Amérique en fait ne domine plus le monde. C'est ça l'émergence de la Chine. C'est ça le retour premier plan de la Russie. Bref, c'est ça les BRICS. Les BRICS sont la preuve que les Américains ne dominent plus le monde. C'est cela que c'est. Donc il faut plutôt parler de déclin américain. Maintenant, ce déclin-là, pour l'enrayer, et là, votre génie journalistique intervient, pour l'enrayer, l'Amérique est obligée d'aggraver la vassalisation de l'Europe. C'est ce que montre la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que l'Europe a toujours été une vassale des États-Unis. Oui. Mais là, cette vassalisation va s'aggraver si les Européens ne se réveillent pas. Mais ça, c'est leur problème. Hein? C'est leur problème. Donc, il y a un double mouvement qui travaille. L'Europe, il y a le mouvement mondialiste, tiré par les élites mondialisées qui croient, n'est-ce pas, au grand reset, au génie des marchés financiers, n'est-ce pas, et les peuples, la souveraineté des peuples. Donc l'Europe est divisée en ça. Donc les barons des marchés financiers, n'est-ce pas, veulent faire de l'Europe une zone, l'exemple de ce qu'on pourrait appeler une économie verte. Mais pour tromper les naïfs, hein, parce que derrière le mot économie verte, ça n'a rien à voir avec le climat. Le climat n'est qu'un prétexte. Ça a à voir avec l'achèvement de la colonisation du monde par les marchés financiers, avec la digitalisation excessive des marchés financiers, avec la numérisation de la carte d'identité. Bref, tout va être numérisé. L'avènement de l'intelligence artificielle qui va bouleverser, n'est-ce pas, tous les métiers que nous avons connus jusqu'aujourd'hui. Ils appellent ça la 4e révolution industrielle ou le grand reset. Il y a ce mouvement-là. Mais il y a le mouvement des peuples européens qui veulent finir avec l'Union européenne, qui revendiquent, n'est-ce pas, leur souveraineté. Alors, les Américains jouent sur tout ça. Les États-Unis jouent sur tout ça, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le projet européen en l'état, c'est-à-dire l'Union européenne, fait de l'Union européenne, en réalité, potentiellement, la plus grande puissance économique du monde. Avec un produit intérieur brut qui a avoisiné les 17 000 milliards de dollars, d'euros. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est près de 25% du commerce mondial, 15% du marché des services, par exemple. Donc, c'est un mastodonte. Mais tenez-vous bien, l'Amérique ne peut pas tolérer l'existence d'un tel rival. Alors là, la fraternité naturelle occidentale, le fait qu'ils soient des frères consanguins, ça disparaît là. Ça disparaît là, au nom des exigences géopolitiques. Il n'est pas possible pour les États-Unis de tolérer la consolidation d'une telle puissance économique et financière qui va dominer les États-Unis, qui va disqualifier les États-Unis, qui va les marginaliser. Donc les Américains s'assurent que cette Union européenne ne demeure qu'un marché, un vaste marché de consommation, un appendice du marché, un marché secondaire américain à tout point de vue. N'est-ce pas? Et donc, l'Amérique en même temps, elle est obligée de renforcer son contrôle sur l'Union européenne. Elle manipule les nationalismes européens quand ça l'arrange pour consolider sa mainmise. Et quand ça ne l'arrange pas, elle fait la guerre.
Et plus loin encore, un monte des guerres géopolitiques, comme le cas en Ukraine. Manifestation du scandale qu'on appelle l'OTAN, c'est-à-dire la présence de l'OTAN, qui est la manifestation suprême de la mainmise des États-Unis sur l'Europe, a besoin de guerre. Donc on provoque la Russie dans le cadre d'une vieille russophobie géopolitique qui s'enracine dans les siècles passés. Je sais pas, la preuve, on peut convoquer ici les 2 conférences de Berlin. La conférence de 1884, c'était le partage de l'Afrique, oui. Mais il y a une conférence qui a eu lieu avant, je crois en 1878, si je me souviens sont exacts, qui a consacré le bannissement de la Russie comme étant un pays occidental, par les mondialistes agissant à travers la Grande-Bretagne et les États-Unis et les pays européens, les pays de l'Europe en tant que tel. Donc, vous voyez très bien que l'OTAN crée des guerres pour aggraver la vassalisation de l'Europe, pour empêcher que l'Europe se constitue. Les mondialistes, représentés par le Jupitérien, par exemple, et Olaf Scholz, veulent faire de l'Europe, de l'Union européenne, une Europe vraiment politique, avec une politique étrangère autonome et une politique de la défense autonome. L'Amérique ne peut pas l'accepter. Et pour ça, elle va créer la guerre en Ukraine pour accélérer l'extension de l'OTAN jusqu'à la frontière de la Russie. Et par là, quand la Russie est obligée de réagir, les Européens viennent encore se mettre à genoux devant l'OTAN, qu'ils viennent supplier que, pardon, protège-nous contre l'ours. Pardon, protège-nous contre l'ours. Vous voyez le jeu dans... C'est un cynisme extraordinaire, c'est de la criminalité géopolitique au niveau le plus élevé, c'est du satanisme. Donc c'est dans ça qu'on se trouve. Pourquoi l'Europe se soumet? Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce que... D'abord, l'Europe s'est construite comment? Sur quelle base? Elle s'est construite sur la base du libre-échangisme. Or, la patrie du libre-échangisme, c'est les États-Unis, après le déclin de la Grande-Bretagne. Or, c'est quoi le libre-échangisme? C'est la libre circulation des capitaux. C'est la libre circulation des capitaux, du travail, bref, de tous les facteurs qui permettent à l'entreprise de prospérer. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ça, c'est américain, ça. C'est purement américain, c'est purement anglo-saxon. Ben, l'Union européenne s'est construite sur la base de cet idéal-là. C'est ça l'Union européenne. Donc, on ne peut pas être plus réaliste que l'Europe, on ne peut pas être plus américain que les Américains. À partir du moment où l'Europe s'est construite sur la base du libre-échangisme, elle a renoncé à la vocation de l'Europe. La vocation originelle de l'Europe, qui n'est pas anglo-saxonne. Vous comprenez? Pour embrasser, n'est-ce pas, la vulgarité anglo-saxonne. Donc, elle en paie le prix aujourd'hui. Elle en paie le prix aujourd'hui parce que les évolutions de l'économie mondiale, après la guerre, la fin de la guerre froide, ça a été l'américanisation. Et les forces économiques, socio-économiques qui dominaient la mondialisation n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre aux dynamiques américaines. Donc, il n'y avait pas une démarche originelle de la part des Européens, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, pour essayer, n'est-ce pas, d'anticiper sur l'impérialisme américain. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'avait pas le choix. Parce que c'est une évolution occidentale prise dans l'ensemble, n'est-ce pas, mais dans lequel il y a des querelles de famille. Comprenez, il y a des querelles de famille. Le capitalisme allemand n'est pas le capitalisme américain, on va dire le capitalisme rénan. Le capitalisme mondialiste des anglo-saxons n'a rien à voir avec le capitalisme français, suédois, si vous voulez, norvégien ou danois. Donc il y a ces contradictions-là qui travaillent la grande famille qu'on appelle l'Occident, mais ces contradictions sont gérées et manipulées par les Américains. Je voudrais vous rappeler que c'est l'Amérique qui, entre guillemets, sauve l'Europe, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent, c'est la Russie. Mais l'Occident avait intérêt à dire que c'est l'Amérique qui avait voulu la sauver du nazisme. Et du coup, après ça, les Américains ont imposé le plan Marshall, qui était quoi? L'américanisation de l'Europe. Ouais, les racines remontent très loin, où l'Europe démissionne, renonce à sa vocation dans l'histoire, par pure paresse géopolitique et politique, par la démission de ces élites qui sont révélées, qui depuis très longtemps, depuis au moins 30-40 ans, sont d'une incompétence à faire pleurer, n'ont aucune envergure, sont des domestiques, n'est-ce pas, ont renoncé même à l'idéal et à la vocation de la politique pour être l'esclave des marchés financiers qui sont dominés par les mêmes gens
qui coiffent ce qu'on appelle les cercles ésotériques et les organisations informelles où l'on copte les élites qui sont appelées à diriger nos pays. Et jusqu'à preuve de contraire, pour certains experts, l'Amérique va utiliser tous les moyens possibles pour affaiblir l'Europe, pour rester justement l'hyperpuissance. Non, elle ne pourra pas, parce qu'elle a un défi sérieux à affronter. Et il y a le défi de la Russie, le défi de la Chine, et le défi des BRICS. L'Amérique n'a plus les capacités éthiques, les capacités même géopolitiques, les capacités même nationales pour mener ce combat. L'Amérique est très divisée. Vous savez qu'à l'heure où nous parlons, les gens ne le savent pas. Les dynamiques sécessionnistes aux États-Unis s'affirment de plus en plus. Vous avez beaucoup d'États américains qui disent qu'ils veulent faire sécession. Et la cohésion de l'État qu'on appelle les États-Unis est devenue aujourd'hui extrêmement fragile, mon cher gosse. Fragile. Ne parlons plus des valeurs. Les valeurs originaires de l'Occident, entre guillemets, les Américains sont devenus un peuple c'est un peuple complètement détruit par la débauche, la drogue et toutes sortes de débauches, de débauches existentielles. Donc cette rigueur, entre guillemets, comment j'appelle ça, cet ascétisme originaire des États-Unis, mais entre guillemets, parce que nous n'oublions pas la liquidation des Indiens, mais il y avait quand même un ascétisme, n'est-ce pas, fantasmagorique des fondateurs, n'est-ce pas, ces fameux pères pèlerins qui ont donné, qui ont nourri le fantasme messianique américain. Aujourd'hui, c'est la frivolité consumériste. On mange n'importe quoi, on mange n'importe quoi. Les États-Unis n'ont plus d'âme. C'est un pays qui n'a plus d'âme. Et ce n'est pas moi qui le dis. Les responsables européens le disent. Le Jupitérien l'a dit. Il reconnaît que la Chine, la Russie, les Indiens, les Africains, en termes d'imagination politique, sont plus inspirés aujourd'hui que l'Europe, l'Occident a perdu l'inspiration. Justement, parlant de l'Afrique, la place de l'Afrique, justement dans ce grand combat, on va le dire comme ça, d'hyperpuissance dans le monde. C'est le continent de l'avenir, pourvu que le panafricanisme soit bien compris par tous et que les gens se réconcilient avec ce qu'on appelle le goût de l'initiative historique. C'est-à-dire, quand on parle d'initiative historique, il s'agit de concevoir sa place dans le monde, de tracer des frontières qui ne sont pas dépassables. Il y a des choses qui sont inacceptables. Il est inacceptable, par exemple, qu'on décide à notre place ce que nous allons devenir. Nos rapports avec l'Occident sont inacceptables. Donc c'est une ligne rouge, ce n'est pas négociable. Il faut renverser ça. C'est ça qu'on appelle le goût de l'initiative historique. Et nous avons en la matière des sources d'inspiration extraordinaires qui nous proviennent de notre histoire, des générations passées, qui ont réalisé la geste de résistance la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité, qui nous ont légué ça. Il faut qu'on a puisé dedans, dans nos traditions les plus importantes, qu'on redécouvre les profondeurs de la spiritualité, n'est-ce pas? Et le monde nous appartient. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. C'est le continent qui a tout à bâtir sur le plan de l'histoire. C'est le continent qui a tout à gagner, alors que d'autres continents sont en train de chuter. C'est le continent qui a tout à gagner. Donc, la place de l'Afrique est majeure. C'est l'Afrique qui a la fraîcheur géopolitique et historique pour départager, n'est-ce pas, les puissances qui s'affrontent dans le monde. C'est l'Afrique qui a ce recul. Ce recul que nous donne son histoire et la connaissance de toutes les puissances qui s'affrontent, pour les avoir vécues. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui a une jeunesse. Gage de l'espérance du monde. La jeunesse, c'est l'espérance. La jeunesse peut espérer, alors que de l'autre côté, il y a un vieillissement de la population, et il y a un vieillissement, une sénilité civilisationnelle, n'est-ce pas, qui conforte, n'est-ce pas, la position de l'Afrique comme étant le rempart de l'humanité. Le nouveau monde, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui a vocation à construire ce nouveau monde, mais il faudra le faire avec des alliances géopolitiques, avec la Russie, c'est-à-dire partenaire naturel géopolitique de l'Afrique, partenaire géopolitique naturel de l'Afrique. Parce que face à la globalisation, n'est-ce pas, des rapports de force, il faut des alliances globales. Et en la matière, comme il n'est pas possible de s'allier avec notre pire ennemi qui est l'Occident, nous lui avons tout donné depuis 600 ans, en retour, il ne nous a rien apporté, sinon le désespoir, la honte et une ingratitude jamais vue dans l'histoire. Donc notre allié naturel, c'est la Russie, dans le cadre d'une alliance globale qui vise, n'est-ce pas, à sauvegarder l'espèce humaine et à sauver le genre humain. Pourtant, les États-Unis sont justement contre cette alliance. Il y a d'ailleurs une résolution qui a été déposée du côté de la Chambre des représentants, on appelle la résolution HR 7311, qui demande justement aujourd'hui que ceux des pays africains qui ont pris l'initiative de s'allier à la Russie soient sévèrement
punis. C'est la plus grosse erreur géopolitique des États-Unis. Ils n'avaient pas le choix, je vous ai dit. Ceux qui rêvaient encore en Afrique, dans le monde, de la grandeur de la civilisation occidentale, et qu'il n'y ait les ressorts historiques de cette grandeur, entre guillemets, ont pour leur compte. Sa vraie nature, Far West, ressort. C'est qu'elle a fait aux Indiens, elle veut refaire ça maintenant au monde entier en général et aux Africains en particulier. Donc, cette mentalité Yankees, n'est-ce pas, est sur la table. C'est un défi que les Africains doivent relever. C'est la plus grosse erreur parce qu'elle n'a qu'un moyen d'imposer des sanctions à tous les pays africains. Elle n'a pas le moyen. Bon, la Russie a vacciné le monde contre les sanctions. Donc, sauf à faire la guerre directe, en fait, c'est ce que cette loi avait dit. Elle va s'immiscer dans les affaires internes. Elle va s'immiscer davantage dans les affaires internes des États pour soutenir les parties occidentales de nos nations, les parties occidentalisées de nos nations corrompues. C'est ce qu'elle va essayer de faire. Ben, c'est ce que j'ai appelé l'inacceptable. Les Africains sont placés devant l'inacceptable. Donc, l'heure de la destruction des États-Unis est arrivée par les Africains. On ne le fera pas des voies originales, évidemment. Il ne s'agit pas de prendre les armes pour aller faire la guerre aux États-Unis, mais de la détruire par des moyens originaux que nous avons sous la main. L'intelligence, l'innovation géopolitique et politique. Pour détruire les États-Unis. Et les conditions sont réunies aujourd'hui. D'où la nécessité des alliances globales dont je parlais tout à l'heure. Oui. Vous voyez comment c'est nécessaire, puisque c'est contre la Russie que l'Amérique, n'est-ce pas, prend ces décisions. Et maintenant, ceux qui nous disaient que, bon, ok, on ne quitte pas un nouveau maître pour un ancien maître pour un nouveau maître. Où est le maître alors maintenant? Où est le maître? Le maître est là. Le maître des Occidentaux, ce sont les États-Unis. Alors, les Occidentaux qui nous donnent les leçons en termes de maître sont incapables de balayer devant leur porte. Je dis les Européens. De balayer devant leur porte. Eux, ils ne sont même plus qu'un maître. Ils ont un maître très sévère. C'est un super maître qu'on appelle les Américains. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils n'osent même pas lever la tête devant eux. Et eux viennent nous dire de ne pas quitter un ancien maître, c'est-à-dire eux, pour un nouveau maître. Or, le nouveau maître en question qu'on accuse, ben, le maître autoproclamé du monde l'attaque indirectement en venant sanctionner les pays supposés faibles comme les pays africains. Donc, ce débat-là, il est clos. Que les Africains qui ergotaient, n'est-ce pas, sur l'impérialisme russe en Afrique comme ça, mais qu'ils aient le courage, qu'ils aillent se laver, comme on dit au quartier. Il faut qu'ils aillent se laver, le débat il est clos. Donc l'Amérique a tracé une ligne rouge, il faut la retourner contre les États-Unis. L'ennemi a pointé son vrai visage. Notre ennemi désormais s'appelle États-Unis. Nous avons fini avec la France et l'Europe, qui étaient que le cache-sexe, dans une certaine mesure. Maintenant, les Américains sont sortis. C'est dur. En réalité, c'est comment on appelle ça? C'est un pis-aller géopolitique. C'est une loi qui prouve que c'est un pays sénile, complètement sénile à tout point de vue, qui, pour continuer à se tenir, est devenu fou. L'Amérique est devenue folle. Folle à cause de sa dette qu'elle n'arrive plus à gérer, à cause d'une économie totalement en crise, d'une monnaie qui est en réalité une fausse monnaie, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et qui tremble parce que elle n'arrive pas à contempler sa chute. La chute est devant elle, elle n'arrive pas à contempler et elle verse dans la sauvagerie géopolitique pour soit intimider les Africains. Il faut pas, c'est une question mentale. À partir du moment où on refuse l'intimidation, c'est fini. Donc c'est une déclaration de guerre et nous allons remporter cette guerre. Les panafricanistes vont remporter cette guerre. Merci beaucoup, Président Badakani, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne.